La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Bonjour Aurore Godard et bienvenue dans B2B. Bonjour Frédéric. Merci de prendre le temps d'être avec nous. Depuis 2019, vous dirigez Godard Énergie, une société fondée par votre père Guy en 1991. Au départ, l'entreprise s'occupait d'installations électriques, on va dire, traditionnelles, puis elle a grandi, elle s'est diversifiée. Aujourd'hui, vous êtes très actif dans les énergies renouvelables. La transition énergétique, grand sujet du moment, auquel peut-être la guerre au Moyen-Orient donne un coup d'accélérateur. On en reparlera, ce sera dans la partie entreprise. Mais tout d'abord, faisons connaissance, découvrons votre riche parcours et aussi votre aventure entrepreneuriale personnelle dans la partie portrait. Aurore Godard, votre carrière commence chez Nestlé, plus de 10 ans en Suisse et aussi au Mexique. Je crois que vous avez passé plus de 3 ans là-bas au milieu des années 2000. Quels souvenirs en gardez-vous ? Alors écoutez, le Mexique pour moi c'était un pays d'un grand apprentissage. J'ai eu la chance de pouvoir découvrir la culture aussi de mon mari, d'apprendre l'espagnol. C'est une culture qui est très dynamique, les gens sont extrêmement sociaux et vraiment c'est une grande ouverture d'esprit. Et ça m'a permis d'apprendre l'adaptabilité, ce qui m'a servi beaucoup dans mon parcours au sein de l'entreprise Godard Énergie. C'est donc pour une raison personnelle, privée que vous êtes allé au Mexique ou c'est le hasard quand même professionnel qui l'a créé ? Effectivement, mon mari est moitié mexicain et puis c'est vrai quand on s'est rencontrés, il avait le projet de partir habiter au Mexique. Et puis tout de suite s'est posé la question de si je me joignais au projet ou pas. Pour moi, c'était essentiel, si on voulait construire une famille, de connaître la culture du pays, de connaître la langue. Et puis effectivement, nos enfants parlent espagnol et on repart régulièrement au Mexique parce que c'est un pays pour moi un peu de cœur. Qu'est-ce qui vous a surpris ou qu'est-ce que vous avez vraiment appris que vous ne soupçonniez pas avant d'y aller vivre ? Alors c'est un mot, ahorita, entre maintenant et jamais. Donc c'est-à-dire que des fois vous avez des collaborateurs avec qui vous leur posez une question, est-ce que tu pourrais me rendre tel ou tel projet ? Puis on vous répond ahorita. Au début, je me disais, ça veut dire que maintenant, ça va être fait dans les prochaines heures, prochaines minutes. Mais non, ça peut être entre maintenant et jamais. Donc ça, c'est vrai qu'au niveau culturel, la gestion du temps est vraiment très différente. Donc ça, ça m'a permis de lâcher prise un petit peu, parce que nous, avec notre culture suisse, où le temps, on est ponctuel. Et c'est vrai que j'avais des fois des événements où on arrivait à des meetings et j'attendais 10, 15, 20 minutes jusqu'à ce que le collaborateur arrive. Et c'était normal, c'était la pratique. C'était normal, exactement. Vous êtes ensuite revenu en Suisse, toujours chez Nestlé, puis une petite année ailleurs, et enfin l'arrivée dans le groupe familial, je crois directement comme CEO, c'est juste ? Alors, on a d'abord co-géré avec mon père. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment que je puisse apprendre de lui. Parce que ce n'était pas du tout votre métier. L'énergie, Nestlé, Nestlé, vous étiez notamment dans les zones aignées et d'autres produits. Je suis économiste d'entreprise à la base, et puis j'ai fait un MBA en entreprise. Par contre, la partie technique de l'électricité, des énergies renouvelables, je ne connaissais pas. Donc c'est vrai que c'était essentiel pour moi d'apprendre déjà. Donc justement, on a co-géré l'entreprise pendant plusieurs années avant que je puisse la racheter et devenir CEO de l'entreprise. Ce qui était essentiel, c'était vraiment de s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui sont fortes techniquement, qui peuvent me donner un soutien sur les différents projets. Sur votre site internet, on peut lire que plutôt que de vendre à un grand groupe, Guy Godard a choisi de transmettre son entreprise à sa fille. Il avait reçu vraiment des propositions, il aurait pu choisir autre chose ? Il avait l'embarras du choix, effectivement, et il a préféré privilégier la pérennité de l'entreprise familiale qui, selon moi, était une bonne décision. Mais c'est vrai que la question s'est posée. Il y avait également mes frères qui étaient dans l'entreprise. Donc, il y avait toute une discussion familiale qui s'est faite autour de ce sujet. Et vous l'avez racheté vous seul ou avec vos frères ? Je l'ai racheté seul. D'accord, donc aujourd'hui 100% du capital. Exactement, 100% du risque, donc vraiment c'est plus qu'une graine d'entrepreneuse. C'est vrai que chez Nestlé, j'ai appris une méthodologie de travail, j'ai appris la collaboration, j'ai eu l'opportunité de partir au niveau international et d'apprendre un bon nombre de choses. Mais dans une PME, des fois je dis on est au four, au moulin et à la vente de pâtisserie parce que on fait tout. Et ça, je trouve que c'est très enrichissant. Pourquoi ? Parce qu'on a vraiment un impact sur l'entreprise. Donc dans les bonnes décisions comme dans les mauvaises décisions. Donc c'est là où il y a le risque, c'est que vous êtes vraiment lié au choix que vous portez pour l'entreprise.
Votre père fait de la politique, élu au Grand Conseil vaudois, mais vous, je l'évoquais brièvement en introduction, votre aventure en dehors de l'entreprise, j'ai l'impression qu'elle s'appelle Queen Ager, un engagement, j'ai envie de dire, citoyen. Vous la présentez comme une plateforme suisse qui, là je vous cite, brise les tabous autour de la périménopause et de la ménopause, cette période qui concerne plus de 2 millions de femmes en Suisse. Comment fonctionne cette plateforme qui s'adresse, je crois, à la fois aux femmes, mais aussi aux employeurs? Alors déjà, Queen Ager, c'est né d'un constat personnel, parce qu'effectivement, voilà, moi j'ai 44 ans et puis j'ai été aussi sujette à différents changements hormonaux et je me suis rendu compte qu'il existait peu d'informations centralisées, de qualité, que c'était compliqué, qu'il y avait un peu une jungle sur ce sujet et qu'il y avait un énorme tabou. Et en tant que chef d'entreprise, c'est clair que c'est important que la santé des collaborateurs soit au centre de la discussion, parce que c'est complètement lié à la marche des affaires. Puis effectivement, les femmes entre 40 et 60 ans, elles sont à l'apogée de leur carrière, elles ont des postes à responsabilité, elles ont une énorme connaissance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, ça concerne plus de 50% de la population mondiale. 100% des femmes seront ménopausées un jour. Et 20% d'entre elles vont passer par des symptômes qui seront assez compliqués et qui vont peut-être les amener à décrocher au niveau professionnel, ce qui veut dire peut-être prendre une pré-retraite, diminuer leur temps de travail ou diminuer aussi leur cahier des charges. Donc, il y a vraiment un enjeu économique parce qu'on parle actuellement de pénurie de main-d'œuvre et on a cette force vraiment vive, ces talents féminins qui sont là. Et l'enjeu, c'est vraiment de les garder. Je fais souvent le parallèle avec le retour des congés maternité. Oui. On a pu mettre en place certaines choses pour les jeunes mères pour qu'elles restent et que ces talents restent au sein des entreprises. C'est exactement la même chose au niveau de la périménopause, la ménopause. C'est un peu un angle mort du monde du travail. Votre plateforme, elle propose des conseils ou elle vend des services? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors effectivement, on est sur plusieurs axes. Premièrement, les femmes. Donc leur donner de l'information de qualité. On s'est associé vraiment avec des expertes sur les différents symptômes. Donc c'est déjà les sensibiliser, qu'elles aient conscience de ce qui leur arrive, qu'elles puissent se sentir mieux. Ça, c'est une première chose. On le fait autant en présentiel qu'au niveau digital. On fait également de la sensibilisation en entreprise parce que pour nous, l'employeur a vraiment aussi une responsabilité sur la santé du collaborateur et il peut vraiment avoir un impact positif parce que quand vous impactez au niveau professionnel, vous avez également un impact au niveau de la sphère privée. Donc en fait, l'objectif, il est double. Et actuellement, les patrons d'entreprise, la plupart sont encore des hommes. Si eux ne comprennent pas forcément les enjeux, ça va être compliqué de briser le tabou. Donc, c'est pour ça que nous, on parle beaucoup des alliés, vous, messieurs, parce que vous avez un rôle à jouer en connaissant ce qui se passe et en pouvant mieux aborder la question. Et la plateforme, elle a un modèle économique ou c'est vraiment l'information gratuitement mise à disposition? Oui, effectivement. Donc, on a plusieurs niveaux. Donc, pour nous, c'était important d'avoir une base qui soit gratuite avec des masterclass une fois par mois sur différents sujets. Et ensuite, on a un membership qui va sortir tout prochainement, la semaine prochaine, mardi prochain, justement avec des formations dédiées comme sur le sommeil, le sport, la nutrition ou encore gérer ses émotions au travail avec des experts du domaine. Vous avez lancé la plateforme l'an passé. Est-ce que vous avez une idée déjà de combien d'utilisatrices et d'utilisateurs sont venus dessus? Alors, actuellement, on a à peu près 1500 personnes qui sont inscrites à notre newsletter. Donc, c'est vrai que ça grandit vite. On voit un intérêt. On a organisé une table ronde au mois de mars. On a eu plus de 130 personnes qui sont venues. Donc, vraiment, on voit que les femmes sont demandeuses et également les entreprises. Par contre, c'est clair que les entreprises, aujourd'hui, celles qui parlent de la préménopause, elles sont innovantes. Elles sont précurseurs. Mais dans 5 ans, elles n'auront plus le choix. Et bien sûr, chez Godard Énergie, ça s'applique comment? Oui, on applique alors par des petites adaptations. Donc, il n'y a pas besoin de faire de grandes choses. Ça peut être du télétravail, la flexibilité du temps de travail. Tout simplement que chaque dame ait, ou même messieurs, un petit climatiseur en forte chaleur, une salle de repos. Parce que ça peut vous servir autant pour une dame que pour un représentant qui fait des kilomètres et des kilomètres. Donc, en gros, on a un leadership qui est inclusif et diversifié. Très bien. Godard Énergie, justement, on va en parler plus en détail dans la partie entreprise. Godard Énergie, c'est aujourd'hui, je crois, une 60aine d'employés. Est-ce que c'est bien 2 fois plus qu'à votre arrivée? Oui, exactement. Oui, Quels ont été les moteurs de cette croissance? Alors déjà, on a diversifié les secteurs. C'est vrai que
Guy Godard, qui est devenu maintenant Godard Énergie, on était d'abord sur la partie électrique, donc le dépannage, la rénovation. On a diversifié les services en rajoutant un bureau d'études qui permet vraiment de soutenir tous les autres départements. On a un secteur dépannage avec 6 dépanneurs qui font de la petite installation. On a de la rénovation, de la petite et de la grande rénovation, et on a également du gros œuvre, donc on peut construire jusqu'à 90 locatifs. Puis ce qu'on a rajouté, c'est toute la partie énergie renouvelable. Donc effectivement, pour nous, c'était important également d'offrir cela à nos clients. Donc on fait de la pose de panneaux solaires, pose de batteries et également pose de bornes de recharge. Donc on essaie vraiment d'avoir toute la chaîne de valeur de l'électricité et des énergies renouvelables pour simplifier la vie de nos clients. Et vos clients précisément, ce sont surtout des entreprises ou aussi des particuliers? Alors on a les deux, on a autant des particuliers que des grands groupes. À peu près 50-50? Non, on est plutôt sur un 30% de particuliers, un 70% d'entreprises. Donc ça passe autant du milieu bancaire, pétrolier, que des entreprises dans la construction. Donc on a de la chance, on a un très bel éventail de clients. Et des clients qui sont fidèles, ou parce qu'une fois qu'on a installé les panneaux solaires, il faut trouver un nouveau client, où il y a moyen de les garder, de les servir de manière prolongée? Alors effectivement, déjà, c'est clair que nous, on a eu l'opportunité, grâce à mon père, d'avoir une base de clientèle existante qu'on a fidélisée. Et après, effectivement, on a de nouveaux clients qui arrivent via les panneaux solaires. Mais voilà, la clientèle existante est vraiment pérenne. Vous grandissez aussi en sortant du canton de Vaud. L'an passé, vous avez ouvert une filiale succursale à Genève. Quel bilan en tirez-vous après quelques mois? Pour nous, c'était important d'avoir une présence sur Genève. Donc, effectivement, Pourquoi? on a pris la décision parce qu'on veut offrir justement toute la Suisse romande et aussi pour la partie solaire, c'est important d'avoir un point de chute sur Genève. Donc, on a actuellement quelques collaborateurs qui travaillent là-bas. Ça représente 10% de notre chiffre d'affaires. Et puis, petit à petit, on développe le secteur. Après, le fonctionnement est différent par canton. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. Entre Lausanne et Genève, pour pénétrer peut-être dans certaines gérances au niveau de Genève, c'est un petit peu plus compliqué, forcément, parce que historiquement, ils travaillent avec d'autres électriciens. Donc voilà, on avance petit à petit, mais sûrement. Ça veut dire que quand on est vaudois et qu'on vient en terre genevoise, il faut faire preuve de diplomatie, de persévérance pour les convaincre. Exactement, c'est un très bon résumé. Certains s'attendaient à ce qu'il y ait une multiplication des travaux de rénovation énergétique après l'abolition de la valeur locative en septembre 2025. Les statistiques montrent que ce n'est pas vraiment le cas. Est-ce que c'est aussi votre constat ? Effectivement, on en discutait hier avec un autre entrepreneur de la région. En début d'année, on a constaté même un fort ralentissement entre février et mars sur les demandes d'offres, les appels d'offres. On s'est demandé ce qui se passait. Et puis, je pense qu'effectivement, on est actuellement en permacrise. On passe d'une crise à l'autre. Et c'est vrai que les gens, on sent qu'ils sont frileux. Ils préfèrent attendre avant d'investir et de prendre une décision. Là, depuis le mois d'avril, c'est reparti. On voit un peu plus de rénovation d'appartements, de villas. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a certaines craintes. Donc, avant d'investir, on se pose 2 fois la question. Cette réaccélération récente, est-ce qu'on peut l'attribuer à la guerre au Moyen-Orient qui fait s'envoler le coût des énergies fossiles? Est-ce que là, c'est un levier peut-être pour faire... Alors, je pense qu'effectivement, il y a un levier. On remarque depuis quelques temps une augmentation des bornes de recharge. Donc, on a vraiment une demande par rapport à cela. Et c'est vrai qu'effectivement... Pour l'électrification des voitures. Donc là, on remarque qu'on a vraiment une accélération du nombre d'installations depuis quelques mois. Et je pense qu'effectivement, le prix du carburant contribue à ce mécanisme. Et après, au niveau des poses des panneaux solaires, c'est vrai que les particuliers ont déjà bien installé les panneaux solaires. Ceux qui ont voulu le faire l'ont déjà fait. Maintenant, ça repart également parce que je pense que les gens essaient de réfléchir au niveau d'un écosystème énergétique et ils voient vraiment la valeur ajoutée. Vous pouvez autoconsommer ce que vous produisez pour votre borne de recharge, peut-être pour votre pompe à chaleur. Et c'est vraiment d'avoir des systèmes qui sont globaux. Et là, ça veut dire que c'est plutôt des particuliers qui sont tout d'un coup conscients de cet écosystème qu'ils peuvent construire pour eux-mêmes, ou aussi des entreprises qui s'y investissent. Alors, on a en ce moment pas mal de particuliers pour les bornes de recharge. Les entreprises, eux, vont plutôt essayer de rentabiliser au maximum leur surface en toiture, donc en installant des panneaux solaires avec le maximum possible de surface. On enregistre cette émission au mois de juin, c'est presque la moitié de l'année. 2026, ça se présente comme une bonne année pour vous ?
On a un carnet de commandes qui est bien rempli, on est confiant. Après, la situation économique reste quand même compliquée, il faut rester vigilant. On voit une augmentation des faillites, donc voilà, il faut rester vigilant et on essaie de prendre le maximum de bonnes décisions. Pour nous, la qualité est primordiale et puis on est confiant sur 2026. Ça fait que vous donnez l'ordre de grandeur de votre chiffre d'affaires? On a doublé notre chiffre d'affaires depuis 2019. D'accord, très bien. Continuons encore sur cette transition énergétique. Là, on l'a vu à votre niveau, suite de vos clients. Mais si on prend les conditions cadres, la Suisse ambitionne d'atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050. L'électrification de l'économie joue un rôle central dans cette stratégie. Vous pensez qu'on est à l'heure pour atteindre cet objectif d'ici 2050 ou il y a encore beaucoup de travail à faire, il y aurait du retard? Alors déjà, au niveau des réglementations, c'est clair qu'au niveau de l'électricité et des énergies renouvelables, on a beaucoup de réglementations. Par exemple, que ce soit au niveau des contrôles, que ce soit le fait d'avoir un maîtrisé au sein des entreprises, la convention collective. Et puis, on a déjà ça. Et c'est vrai que, par exemple, une chose qui pourrait vraiment fonctionner pour accélérer la transition énergétique, c'est que les subventions sont versées après la réalisation du chantier. Si on imaginait recevoir les subventions en amont, ça donnerait vraiment du mou aux propriétaires pour pouvoir payer les entreprises et investir plus rapidement dans la transition énergétique. Ça, c'est une des premières choses. Deuxième chose, on a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est clair qu'au niveau des électriciens, c'est très compliqué de trouver du personnel qui est qualifié. Et ça, dans d'autres corps de métier également. Donc, pour atteindre les objectifs de 2050, il va falloir trouver des alternatives pour avoir du personnel qualifié qui vont pouvoir exécuter ces différents travaux. La réglementation, qui est le premier point que vous évoquiez, vous voulez dire que vous la trouvez trop compliquée, elle freine en fait, on est tout de suite confronté à une somme de documents à remplir et finalement ça décourage, c'est ça? Alors, je pense qu'il y a quand même une partie de découragement. Il y a un gros investissement financier. C'est vrai que vous devez attendre 6 mois, entre 6 et 9 mois pour recevoir les subventions Pronovo pour une installation de panneaux solaires. Donc, c'est vrai que ça peut être dissuasif. Si on le recevait en amont, je pense que ça pourrait permettre à plus de personnes d'investir dans les panneaux solaires. Vous pensez que votre père est en politique, je ne sais pas si vous en parlez avec lui, mais vous pensez que là, les politiques n'ont pas compris qu'ils ont un rôle à jouer pour simplifier toutes ces démarches? Ça revient, c'est leur responsabilité. Je pense que c'est leur responsabilité. J'imagine qu'ils ont peut-être d'autres priorités que celle d'alléger les réglementations de la construction. Vous n'êtes pas la seule dans ce domaine à vous plaindre. Pour continuer la politique, on est à quelques jours d'une votation importante sur l'initiative Pas de Suisse à 10 millions. Vous évoquiez la pénurie de main-d'œuvre il y a un instant. Comme employeur, quel avis vous avez sur cette initiative ? Alors nous, au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, on a décidé de former en interne. Donc par exemple, on a beaucoup d'électriciens qui sont depuis de nombreuses années au sein de notre entreprise. Ils font des apprentissages, des articles 32 en continu pour essayer justement... Article 32, ça veut dire donc c'est un apprentissage en cours d'emploi. Donc en fait, ça permet justement d'obtenir son CFC tout en travaillant. Donc ça, c'est une bonne alternative. Ça veut dire que ce n'est pas forcément des jeunes, c'est ça? Non, c'est des gens qui sont là depuis 15 ans dans l'entreprise. D'accord. Des fois issus de la migration. On a plusieurs apprentis migrants d'Afghanistan ou de Somalie. De pays vraiment tiers, donc, pas de l'Union européenne. Ouais. Et puis justement, on les forme également avec des CFC. Donc c'est vrai que nous, on a besoin de la main-d'œuvre étrangère pour pouvoir avancer et réaliser nos différents ouvrages. Et cette main-d'œuvre, donc là, ces personnes sont arrivées dans le pays comme réfugiés, je suppose, vu les pays que vous évoquez. Et la main-d'œuvre européenne, vous la regardez aussi il y a des frontaliers également chez vous, peut-être, hein? Oui, exactement. On a plusieurs frontaliers. C'est vrai qu'ils ont aussi un bon niveau de connaissance au niveau électrique en fonction des études qu'ils ont faites en France. Donc, on a également recours à la main-d'œuvre frontalière. Pour vous donner un ordre d'idée, je dirais que 10% de nos employés sont frontaliers, 10 à 15%, 15% même. Et puis, une fois formés, quelle stratégie mettez-vous en place pour les garder? Parce qu'ils peuvent être aussi peut-être débauchés par certains de vos concurrents. Alors déjà, l'ambiance de travail. On essaye d'avoir une ambiance qui est conviviale, qui est familiale, où les gens se sentent bien. La santé des collaborateurs, aussi une priorité. La formation continue, parce que je suis persuadée que c'est un levier également pour permettre aux talents de rester, de montrer que même dans une petite PME, il y a des opportunités d'évoluer. Et je pense que c'est primordial de mettre ça en avant.
De ce point de vue, vous ressentez un appétit d'apprendre de la part de vos employés, parce que je peux supposer, donc, dans votre domaine, vous l'avez évoqué par votre parcours. En 2019, on parlait peu de transition énergétique, peu de panneaux solaires. Aujourd'hui, c'est un thème central. Dans quelques années, il y en aura peut-être un autre. Comment est-ce qu'on garde la curiosité au sein de ses employés ? Alors, je dirais que c'est tous les jours, parce qu'on apprend tous les jours, et je suis persuadée que c'est grâce à l'intelligence collective qu'on avance. Et puis, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance parce que mes employés m'expliquent. Je vais visiter des chantiers, ils vont prendre le temps de me montrer comment est-ce que ça se passe, les panneaux, comment est-ce qu'ils ont raccordé. Donc, c'est vrai qu'il y a une grande envie d'expliquer, de partager, et ça, je pense, c'est vraiment au sein de tous les employés. Il y a vraiment une intelligence collective qui se forme, et ça, c'est vraiment très joli. Et de participer à cette transition énergétique, est-ce que ça constitue pour vous aussi un levier pour attirer des employés ? Voilà, il y a une mission au-delà de l'entreprise. Alors exactement, c'est vraiment intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a 2 jours, j'ai eu un entretien avec un jeune, et une des choses qui le motive à venir chez Godard Énergie, c'était les valeurs, l'engagement, et le fait qu'on réalise 360 degrés des activités, autant la partie électrique que la partie énergie renouvelable, parce qu'ils voient vraiment l'impact pour le client. Déjà, le client, il a un seul point de contact, et ça permet de vraiment simplifier. Et pour eux, ça leur permet également d'apprendre de nouvelles choses. Donc, quelqu'un qui vient que du solaire va pouvoir apprendre sur la partie électrique, et vice-versa. Donc, il y a vraiment un échange de compétences. C'est l'intérêt d'une PME où, comme vous le disiez, on est au four, au moulin et, je sais plus, à la boulangerie. À la vente de pâtisserie. À la vente de pâtisserie. Pour terminer, ça fera... 2019, vous êtes arrivé, vous avez repris l'entreprise. Et dans les 5 ans à venir, vous avez quelle vision pour Godard Énergie ? Un autre canton roman, peut-être ? Ou quel est votre plan ? Alors, notre plan à 5 ans, c'est vraiment de développer la Suisse romande, de continuer au niveau des énergies renouvelables. C'est vrai que là, on aimerait augmenter un petit peu notre présence sur la Suisse romande. Donc, d'autres cantons, Fribourg, Valais, on va déjà dans d'autres cantons. Actuellement, on n'a pas de projet d'ouvrir de nouvelles succursales. On veut vraiment se focaliser déjà sur Lausanne et Genève, vraiment faire bien notre travail. Offrir de la qualité à nos clients, retenir nos talents, trouver de la main-d'œuvre qualifiée, et puis être vraiment une référence dans la partie de l'électricité et des énergies renouvelables. Pour nous, ça, c'est primordial. Ce développement, vous pouvez le faire en restant 100% propriétaire de l'entreprise, ou vous envisagez d'ouvrir peut-être le capital pour attirer un partenaire ? Pour l'instant, c'est en restant propriétaire de l'entreprise. Après, on est toujours ouvert, parce que je pense que il y a des opportunités, et puis il ne faut pas fermer les portes, il faut rester à l'écoute. On verra ce que l'avenir vous réserve. Merci beaucoup, Aurore Godard, d'être venue dans B2B. On a presque terminé avec vous, mais vous le savez, vous le redoutez, je crois. Voici notre questionnaire de Proust. Quel est votre principal défaut ? L'impatience. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui crée son entreprise ? Entoure-toi des bonnes personnes et crois dans tes rêves, tu peux y arriver. Quelle devise vous répétez-vous chaque jour ? The sky is the limit. Quels sont les 3 objets que vous emmèneriez absolument sur une île déserte ? Mes 2 enfants et mon mari. C'est pas des objets, mais ce serait eux que j'emporterais avec moi. Qu'aimez-vous le plus chez vos amis ? Leur soutien, leur écoute et leur humour. Si vous n'étiez pas vous-même, qui aimeriez-vous être ? La meilleure version de moi-même. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.